Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule vidéo qui va nous permettre d'effectuer une synthèse sur les capacités et les environnements capacitants et d'identifier quel intérêt cela peut avoir pour les cadres de santé, aussi bien managers que formateurs. L'approche des capacités et des environnements capacitants, qui est une orientation développementale de l'ergonomie constructive basée sur les travaux de l'économie Sense, où l'environnement est considéré comme facteur de développement humain, selon Fernagu-Ude en 2016, et dont l'objectif principal est l'accroissement des choix des individus, et cela nous apparaît fortement utile à intégrer dans le cadre de la formation des futurs cadres de santé. Elle permet en effet de questionner d'une part l'individu et ses ressources internes et d'autre part l'environnement professionnel, c'est-à-dire l'organisation comme ressource externe. Cette approche ergonomique constructiviste selon Falzon en 2013 nous semble également pertinente car elle n'est possible que si l'individu dispose de marge de manœuvre, de liberté d'action. Elle questionne clairement le rôle des organisations. Enfin, elle nous offre la possibilité de réinterroger le concept de compétence et la notion de capacité d'agir. Ce concept de capacité est un des fondements des travaux de l'économie saine. Il est défini comme un ensemble de vecteurs de fonctionnement qui reflètent la liberté dont dispose actuellement la personne pour mener un type de vie ou une autre, selon Flippo en 2005. Pour Falzon ou Arnoux Falzon en 2005 et 2013, ce sont des fonctionnements humains disponibles à un individu qu'il en fasse usage ou non. Il renvoie au champ des possibles et à la latitude effective dont dispose un individu. Donc, réfléchir aux capacités, c'est déjà différencier ce concept de celui des capacités, mais aussi de distinguer la capacité d'agir du pouvoir d'agir. Les capacités correspondent au savoir faire quelque chose, alors que les capacités coïncident davantage au fait d'être en mesure de faire quelque chose, c'est-à-dire la possibilité effective de mise en œuvre des capacités. Quant à la capacité d'agir, ce potentiel de l'individu à faire quelque chose, à agir sur son environnement, elle se discerne du pouvoir agir qui correspond à tout ce que la personne peut réellement faire compte tenu des spécificités de son environnement professionnel. Ce dernier se définit pour Fernagu-Ude comme la possibilité pour les individus d'avoir une prise sur les situations qu'ils rencontrent et de se développer grâce à elles. L'approche par capacité se base dans un premier temps sur des ressources mobilisables internes et externes, développées par Tardif en 2006 et Le Botterf en 2007, qui dans sa description du processus Agir avec compétence en précise les détails pour chacune des ressources. Comme le précise Ardouin en 2015, les capacités apparaissent comme un point de jonction entre les ressources internes, dont les connaissances et les capacités à organiser celles-ci d'une part, et les ressources externes à l'individu, dépendant de leurs conditions d'usage, comme l'accessibilité, la liberté, l'acceptabilité, l'adaptabilité d'autre part. Nous avons regroupé les ressources internes et externes au sein d'un tableau synthétique ci-dessous. Pour les ressources internes, c'est-à-dire personnelles, comme vous pouvez le voir juste ici, il y a les ressources physiques et physiologiques, la connaissance, les différents savoirs à type de savoir-faire technique, savoir-faire méthodologique ou relationnel, les savoirs et savoir-faire d'expérience, les capacités cognitives ou encore des ressources émotionnelles. Pour les ressources externes, vous avez les outils d'aide à type de protocole, des banques de données comme les bases de cas, des réseaux de coopération avec les experts, d'autres métiers, des collègues, et enfin les veilles externes avec des salons professionnels, des expositions ou encore la possibilité d'effectuer du benchmarking. Ce premier stade dit de potentialité va être dans un second temps impacté positivement ou négativement par des facteurs de conversion. Fernagu-Ude précise qu'il préexiste à minima 3 types de facteurs. Individuel pour le premier, avec le sexe, l'âge, le niveau de formation, l'expérience personnelle ou professionnelle. Le deuxième niveau est facteur et social. Et enfin, environnemental pour le dernier, avec la culture d'établissement, les moyens techniques alloués, les contraintes, opportunités institutionnelles. Ces facteurs liés à l'individu et ou au contexte facilitent ou au contraire inhibent là où les capacités de l'individu à utiliser les ressources disponibles pour les transformer en actions concrètes. Dans sa première phase, il correspond au processus d'opportunité. Au final, les capacités, nommées aussi pour faire par Fernagu-Ude, laissent à l'individu dans un troisième et dernier temps le choix de mettre ou de ne pas mettre en œuvre
concrètement une action dans un contexte professionnel spécifique. Cette dernière phase coïncide avec le processus de liberté lié aux facteurs de décision, basé essentiellement sur les dimensions d'ordre motivationnel. Ce processus dépend donc bien des opportunités offertes par l'environnement, mais aussi du potentiel des individus à convertir les ressources dont ils disposent et à exercer ce pouvoir et à choisir de le faire. En résumé, comme le précise Fernagu-Udé, l'idée des capacités relie la question des libertés à la capacité d'agir. D'emblée, avant de présenter les fondements de ce qui caractérise cet environnement capacitant, nous reprenons la définition assez brève de Fernagu-Udé. Elle précise que c'est un environnement susceptible de favoriser le développement du pouvoir d'agir des individus. Cette définition et cette approche renvoient à deux idées essentielles, les capacités et la liberté de capacité d'agir, que nous pourrions traduire par le pouvoir d'agir lié au concept d'autonomie. Fondé sur la notion de développement humain où l'objectif principal est l'accroissement du choix des individus, l'environnement capacitant correspond à un espace qui met à disposition des individus des ressources en facilitant leur utilisation. Il permet ainsi aux travailleurs de devenir capacitants. L'organisation doit aussi prévoir des facteurs de conversion positifs afin de transformer les potentialités individuelles, collectives, technico-organisationnelles en possibilités effectives selon Arnoux et Falzon. Cet environnement est un lieu où l'activité professionnelle a du sens. Un espace qui respecte l'autonomie du travailleur et laisse la possibilité d'intégrer des marges de manœuvre lui permettant de se développer professionnellement, donc de pouvoir agir. Comme le précisent Fernagu-Udé ou Arnoux, grâce à un processus réflexif, il garantit également la possibilité d'analyser sa pratique professionnelle tant individuellement que collectivement. Cette définition précise clairement que la simple mise à disposition des ressources par l'organisation ne suffit pas à ce qu'elles soient utilisées et mobilisées, et que les individus deviennent autonomes. Pour réussir ce basculement, l'organisation se doit de faciliter leurs usages pour développer leur pouvoir d'agir, gain d'autonomie. Pour Falzon, cité par de nombreux auteurs comme Vidal, Gomel, Ehal et Fernagu-Udé, les environnements capacitants sont construits autour de trois caractéristiques qui facilitent le développement des professionnels dans le cadre du travail en intégrant le concept de santé, de sécurité et de compétence. La première caractéristique préventive, avec l'environnement non délétère pour l'individu, il préserve les capacités futures d'action. Dans une approche classique de l'ergonomie, il détecte et prévient les risques professionnels et ainsi facilite la réduction ou l'élimination de ces répercussions tant physiques que psychiques. Deuxième caractéristique, universelle, pour limiter les exclusions, les différenciations et les décrochages sociaux et générationnels ou encore, par exemple dans le champ du travail, le chômage, l'environnement intègre dans son modèle les différences interindividuelles comme le sexe, l'âge, la culture, pour compenser les déficiences individuelles telles que le vieillissement, la maladie ou les incapacités. Dernière caractéristique développementale, c'est l'approche la plus fondamentale dans le courant de l'ergonomie constructiviste selon Villemin et Lemony. Cette dernière précise que l'environnement doit permettre le développement professionnel tant individuel que collectif, notamment cognitif, et l'accroissement de l'autonomie. Il facilite donc l'adoption de nouvelles compétences, tout ce qui est connaissance, savoir-être, savoir-faire, savoir-agir, etc. Et cette approche encourage en fait l'amplification du pouvoir agir. Pour Fernagu-Udé, pour garantir le développement professionnel via un environnement capacitant, cela doit passer par une vigilance sur 3 points. Premier point, le contenu du travail, où il est possible de varier les activités, de rencontrer des situations inédites et d'analyser sa pratique professionnelle. Deuxième point, les modes d'organisation de travail, où l'activité professionnelle en binôme est facilitée, tout comme la participation à des groupes de travail. C'est aussi la possibilité d'effectuer du benchmarking dans d'autres établissements. Dernier point, la gestion des ressources humaines et de formation qui permet l'accès rapide et efficace aux savoirs utiles ou en bénéficiant de formations adaptées aux besoins des individus. Fernagu-Udé attire notre attention sur les espaces informels de l'organisation. Pour elle, il n'y a pas que les ressources mises à disposition par l'organisation qui peuvent garantir le développement professionnel et le pouvoir d'agir. Les pratiques d'entraide et d'échanges informels sont aussi d'excellents moyens pour favoriser le potentiel capacitant des environnements professionnels. Au final,
En garantissant un ensemble de conditions individuelles, techniques, sociales et organisationnelles, les environnements capacitants permettent aux professionnels de développer de nouvelles compétences avec un champ d'action beaucoup plus large. Facteur de liberté, il facilite le développement professionnel et renforce la place du pouvoir agir en situation de travail, c'est-à-dire la possibilité pour l'individu d'être réellement acteur d'une situation rencontrée et qu'il se développe grâce à elle. Donc dans cet environnement de développement professionnel où l'individu et où le collectif a la possibilité de convertir les ressources en capacités, nous pensons que l'environnement capacitant garantit le respect de l'autonomie et donc le progrès au sein des organisations. Dans la dernière étape de choisir ou non librement la réalisation d'une action effective, il renforce le processus de prise de décision, un des points clés que nous retrouvons entre autres dans le connectivisme. Comme vous pouvez le voir sur le schéma de Fernagu-Houdet, sur la gauche de votre écran, il y a la question des ressources mobilisables avec la question de potentialité, de capacité et de moyens. Ensuite se trouve la question des facteurs de conversion que nous avons vu tout à l'heure, individuelles, socio-environnementales, avec le passage à la capacité, avec le champ des possibilités du pouvoir agir. Et vous le voyez ensuite un peu plus loin, le choix avec les facteurs de décision qui permet une mise en œuvre concrète avec la réalisation, c'est-à-dire un fonctionnement accompli. Au final, l'environnement peut alors être soit capacitant, permettant le développement professionnel, soit incapacitant au sens de travail empêché, soit décapacitant au sens de travail dégradé. Pour terminer sur cette capsule vidéo, nous proposons en fait une synthèse sous une infographie en s'appuyant sur la littérature des capacités et des capacités. Nous proposons en fait une adaptation du schéma de Fernagu-Houdet de 2016, l'approche par les capacités. Premièrement, nous avons entouré l'ensemble du processus par une case qui symbolise le contexte, c'est-à-dire un environnement en situation imprévisible, complexe. Dans une logique de cohérence, nous avons préféré aligner les 3 étapes de Fernagu-Houdet, ressources, capacités, réalisation, en les nommant différemment. Le stade 1 nous semble correspondre davantage aux capacités, potentialités de l'individu, utilisant des ressources mobilisables internes et externes. Pour ces ressources, notamment externes, il apparaît pertinent, pour bien comprendre la différence entre un environnement classique et un environnement capacitant, de préciser cette dissemblance. Comme nous l'avons précisé et explicité précédemment, les ressources externes peuvent correspondre à une banque de données, des ressources documentaires ou encore la mise à disposition d'un matériel. Prenons ce dernier exemple. Dans un environnement classique, comme un hôpital, le cadre de santé de proximité est régulièrement amené à travailler en mobilité sur plusieurs sites. La direction de l'hôpital peut lui octroyer un smartphone connecté au Wi-Fi de l'hôpital et au réseau 4G pour traiter des dossiers, gestion des courriels, des arrêts maladie, du matériel, etc., même à distance de son environnement de travail physique, c'est-à-dire le bureau. Mais ce n'est pas parce que l'institution aura mis à disposition cette technologie que le professionnel l'utilisera ou l'utilisera de manière ad hoc. Nous comprenons bien ici que l'environnement capacitant ira au-delà. En plus de donner l'instrument technologique, l'organisation mettra à disposition du professionnel un tuteur joignable facilement les premières semaines pour faciliter l'usage de cette technologie. Ce tutorat pourra être complété par un tutoriel vidéo, un espace de discussion de travail de type chat, etc. Cet exemple pratique nous permet de comprendre ce que nous pouvons attendre dans l'environnement capacitant. Nous avons entouré l'espace processus d'opportunité et le stade de capacité par la zone que nous estimons correspondre à l'environnement capacitant. Le contenu de cette partie n'a pas été modifié, nous l'avons simplement complété à la suite des facteurs de conversion. Lorsqu'il est négatif, il positionne l'environnement comme incapacitant. L'action sera empêchée pour l'individu. Ou comme décapacitant, l'action sera dégradée. Dans le prolongement de ces 2 types d'actions, nous intégrons l'action réalisable qui s'étale du début du stade 2 jusqu'à la fin de l'espace processus de liberté, juste avant le choix de réaliser ou non l'action. Cette zone du champ du possible se prolonge par une mise en œuvre concrète, c'est-à-dire l'action accomplie. C'est après le stade 2, capacité, que nous pensons que l'environnement capacitant se termine. En effet, le professionnel a alors tout le loisir de choisir s'il va ou non réaliser l'action, d'où l'intégration de l'espace de processus de liberté et de facteurs de décision.
Le stade 3 a été renommé effectivité en remplacement de réalisation. Ce choix s'est fait pour conserver une cohérence de lecture avec le nom des stades précédents, capacité et capabilité. Fernagu-Udet précise que cette étape correspond à l'accomplissement, c'est-à-dire ce que je fais effectivement. Pour le grand Robert, le terme effectif se traduit par un effet par des actes réels, c'est-à-dire quelque chose de concret. L'effectivité se définit dans le champ du droit comme ce qui entre en effet en vigueur, selon le dictionnaire Universalis. Ainsi, l'utilisation effective dans un autre cadre que le droit nous apparaît malgré tout assez adéquat dans notre objectif de réinterprétation du schéma de Fernagu-Udet. Pour compléter la compréhension des 3 étapes, sur chaque stade, les faces gauche et droite des cubes sont complétées par un type d'action. Capacité d'agir, pouvoir d'agir et agir effectif, et une phrase d'illustration. Enfin, nous avons illustré le passage du stade 1 au stade 3 par une flèche qui correspond au processus du développement humain que nous avons largement traité dans cette vidéo. Voilà, cette capsule vidéo et cette synthèse sur les environnements capacitants et les capacités est terminée. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image ou à revenir sur les points qui vous semblent le plus importants ou les plus complexes. À bientôt!